Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Commençons ce journal en nous rendant à Yamoussoukro, la capitale politique où hier mardi, les populations ont manifesté avec colère leur mécontentement à la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. Les manifestants ont saccagé les locaux de la CIE donc de Yamoussoukro en cause la hausse du coût d'électricité et les doubles factures. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le 1er mai dernier, lors de la fête du travail, le président de la République, Alassane Ouattara, invitait les transporteurs routiers à baisser le coût des trajets des transports. Après des séances de travail entre les acteurs du transport, il a été décidé de la baisse des coûts de 50 francs pour le transport urbain, également une baisse de 500 francs à 1500 francs pour le transport interurbain selon les trajets. Ces informations ont été communiquées au cours d'un point de presse animé hier mardi à Abidjan par le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, M. Diaby Ibrahima. Nous l'écoutons à présent au micro de Francis Boifo. Vous allez constater dans quelques semaines qu'au niveau du transport urbain, dans le district d'Abidjan, les tarifs vont baisser de 50 francs sur les trajets. Au niveau du transport interurbain, la moyenne, nous sommes entre 1000, 1500 et 500 francs de baisse qu'on va constater sur un certain nombre de lignes. Ces mesures qui ont été prises de façon collégiale parce qu'elle a impliqué toutes les forces vives du secteur du transport routier. Et les résultats qui sont sortis sont les résultats qui tiennent compte aussi des difficultés et des populations et des difficultés des entreprises de transport routier. Comme toujours, le secteur du transport routier apporte son appui, apporte son soutien à l'économie de la Côte d'Ivoire. Il s'agit encore une énième fois de faire en sorte que notre économie puisse se porter mieux et que les populations puissent se porter mieux parce que les transporteurs auront apporté leur part de gâteau à la construction de l'édifice ivoirien. Évalué à 100 milliards de francs CFA au début des travaux, les dernières études sur la restauration de la baie de Cocody portent le projet à 300 milliards de francs CFA. Ce mardi, hier mardi, donc, le Premier ministre a présidé une table ronde des bailleurs de fonds en vue d'obtenir ce financement additif. Au terme des 7 heures d'échange, bonne nouvelle pour le pays, la Banque arabe pour le développement de l'Afrique accepte de couvrir à 100% le besoin de financement. Alexis Ouedraogo. C'était inattendu. Les bailleurs de fonds ont manifesté un grand intérêt pour intervenir dans le financement de ce projet et pour s'entendre sur le principe du bouclage du financement à 100% de ses composantes. 7 heures de travaux et un huis clos plus tard, voilà les 300 milliards de francs CFA nécessaires à l'avancée des travaux de la baie de Cocody. Quand vous avez un projet ficelé, étudié, bien sûr, on ne peut que se féliciter aujourd'hui de voir les bailleurs de fonds des pays arabes financer entièrement ce projet. Visage hideux, odeur suffocante, la baie de Cocody a nargué ces dernières années plusieurs projets de restauration. Pas question donc, cette fois pour le gouvernement, de battre en brèche. Pour nous, on peut donc travailler de façon sereine en sachant que dans les 3 ans qui viennent, on sera capable de respecter les engagements du président de la République, à savoir finir ces travaux-là pour donner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle mérite, une perle et lagune qui fera d'elle à nouveau la capitale de toute l'Afrique. Il faut remonter le temps en 1950 pour comprendre le problème de la baie. C'est à cette période que le canal de Vridi est ouvert pour relier le port d'Abidjan au golfe de Guinée. Les travaux occasionnent le ralentissement de la lagune abidjanaise, puis la stagnation des eaux. Avec l'importante urbanisation ces dernières années, la baie se retrouve recouverte de déchets. Aujourd'hui, nous devons finaliser, parachever donc la vision du gouvernement de faire en sorte que, à travers ces projets durables, nous soyons de façon indéfinie à l'abri de ces inondations et de toutes ces gènes de déchets solides qui viennent justement pour quelque part ternir l'image de notre capitale. Évalué à 100 milliards de francs CFA en début de travaux, les dernières études sur la restauration de la baie portent le projet à 300 milliards de francs CFA. Le projet est parti d'abord avec 100 milliards parce que c'était d'abord vu au niveau de l'Indénié, mais nous avons tout de suite réévalué parce qu'il faut y inclure la dépollution donc qui part depuis l'embouchure à Grand Bassam, Petit Bassam, Koumassi
jusqu'au carrefour de l'Indénié en remontant jusqu'à Bobo. D'ici 2019, date de livraison prévue du projet, le carrefour de l'Indénié, réputé pour ses inondations, devrait être transformé. Un viaduc reliant le quartier de Cocody à l'autre rive côté plateau sera également construit. Avec lui, des barrages, un port de plaisance, des espaces de loisirs et autres installations commerciales. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan doit diriger un conseil de sécurité nationale ce mercredi à Ankara, une première depuis le putsch raté de vendredi dernier. Cette réunion est présentée comme exceptionnelle alors que les purges dans la fonction publique d'une ampleur inouïe ont frappé jusqu'à maintenant des dizaines de milliers de personnes à travers le pays. Turquie, gros plan sur ce pays où la guerre entre les frères ennemis fait rage. Sylvie Touré. Je m'adresse aux États-Unis. J'en appelle au président Obama. Je vous le dis, Monsieur le Président, comme je vous l'ai déjà dit avant. Déportez ou livrez-nous l'infâme personne qui vit en Pennsylvanie dans un terrain de 400 hectares. Je ne sais pas qui est impliqué, mais ça ressemble plus à un scénario de film qu'à un coup d'État. Ils étaient alliés et même frères. Mais ça, c'était hier. Mais dans la main, ils ont conquis le pouvoir d'État pour l'AKP, le parti d'Erdogan, mais ça aussi, c'était hier. Aujourd'hui, l'exercice du pouvoir d'État les a divisés. Erdogan en veut à Gülen, son ancien allié. Il accuse de jouer contre lui. L'idylle entre les deux hommes a pris fin en 2013 à la suite d'un scandale de corruption qui a ébranlé le régime et dont la révélation a été imputée au clan Gülen. Installé aux États-Unis depuis 1999, Fethullah Gülen y poursuit son exil, mais continue de hanter le régime d'Ankara. Ce prédicateur jouit d'une popularité indéniable, son influence l'est également. Et elle s'étend bien au-delà des frontières turques, à la tête d'un vaste réseau d'écoles et d'universités, estimé entre 2 et 10 000. Fethullah Gülen a toujours prêché un islam modéré. Il a fait de l'école une priorité. L'école avant la mosquée, c'est sa maxime, et c'est elle qui soutient les actions de son ONG dénommée Hizmet, créée en 1970. De nombreux cadres, aujourd'hui dans l'appareil d'État turc, dans la justice, l'armée et dans tous les autres domaines de l'administration, sont sortis de ces écoles et lui vouent une reconnaissance à la limite de la vénération. Fethullah Gülen est à la tête d'un empire financier estimé à 25 000 milliards de francs CFA, soit 5 fois le budget de la Côte d'Ivoire. Si hier, l'AKP s'est appuyé sur ce réseau pour accéder au pouvoir, il semble aujourd'hui en être la principale menace, en tout cas pour les autorités d'Ankara. Nous allons continuer d'éliminer le virus de toutes les institutions étatiques. Et là, ce virus, comme un cancer, s'est propagé dans tout l'État. L'administration turque et le parti au pouvoir n'ont pas réussi à prendre le contrôle de l'armée. Plusieurs fois, ils ont donné des listes de militaires à purger, mais ces listes ont été refusées par l'état-major. Derrière la chasse aux mutins du vendredi soir et à leurs complices, beaucoup, et principalement les Occidentaux, y voient une purge des goulenistes. Les appels, mises en garde et condamnations de l'Union européenne et des États-Unis ne semblent pas freiner Erdogan. Les arrestations se poursuivent. 7 500 personnes ont été écrouées, 9 000 fonctionnaires, dont 4 500 policiers radiés. Et la menace d'un retour à la peine de mort plane comme une épée de Damoclès. En attendant de fournir les preuves qui sous-tendent ces accusations, Erdogan est déterminé à en finir avec la machine gouleniste, l'État parallèle, comme l'appellent ses partisans. Le coup d'État manqué a fait place à la guerre entre frères ennemis, entre clans alliés d'hier, un épisode crucial dans l'histoire de la Turquie. Et en Allemagne, un jeune demandeur d'asile afghan âgé de 17 ans a grièvement blessé hier 4 passagers d'un train régional à la hache et au couteau près de Wurzburg en Bavière. Ce dernier est présenté par l'organisation État islamique comme l'un de ses combattants. C'est le premier attentat revendiqué par l'EI en Allemagne. Plus de précisions avec Kader Ouattara et Thomas Guessombi. L'Europe toujours dans le collimateur de l'organisation État islamique. Ce lundi, peu après 21h, dans une petite ville de Bavière en Allemagne, un adolescent de 17 ans, armé d'une hache et d'un couteau, agresse les passagers d'un train régional et en blesse grièvement 4.
Après son forfait, l'agresseur prend la fuite avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre qui le neutralisent. Très vite, l'organisation État islamique, via son agence Amak, revendique l'attentat en présentant l'auteur comme un de ses combattants. Pour l'heure, les motivations du jeune homme ne sont pas encore claires, même si cette revendication vient préciser certains indices, un drapeau de l'État islamique retrouvé dans sa chambre et le fait qu'il aurait crié Allahu Akbar lors des faits. L'Allemagne, plutôt épargnée par les attentats islamistes jusqu'à présent, vient d'essuyer, pourrait-on dire, son premier attentat revendiqué par le groupe État islamique sur son sol. Après l'attaque de la caserne de Nampala mardi dans le centre du Mali qui a fait 17 morts parmi les forces maliennes et une trentaine de blessés, le gouvernement promet une réponse rapide et une enquête. Ibrahim Boubacar Keïta a reçu plusieurs ministres lors d'un conseil de sécurité restreint. L'attaque a été officiellement revendiquée par la brigade Massina d'Ansardine, mais quelques heures auparavant, un nouveau groupe armé Peul avait lui aussi affirmé d'être à l'origine de l'attaque. Au moins 2 candidats d'opposition, Jean Ping et Guinzou Bandama, ont déposé des recours devant la Cour constitutionnelle du Gabon pour contester la candidature à la présidentielle du mois prochain du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qu'ils accusent d'inéligibilité. La Cour doit rendre sa décision cette semaine. Les opposants ne se font guère d'illusions. Majorité et opposition seront dans les prochaines semaines à couteau tiré. En Somalie, des affrontements entre le contingent éthiopien de l'AMISOM et des djihadistes du groupe islamiste somalien Shebab ont fait 17 morts dimanche dernier. L'attaque a eu lieu dans le village de Wardinle, situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Baidoa, dans le sud de la Somalie. En France, après l'attentat de Nice, la prolongation de l'état d'urgence demandée par le gouvernement a finalement été votée par les députés dans la nuit de mardi à mercredi, mais cela après un débat nocturne marathon de près de 8 heures qui a donné lieu à des empoignades virulentes entre Manuel Valls et les représentants de l'opposition. Donald Trump a été officiellement investi en tant que candidat du Parti républicain pour l'élection présidentielle américaine lors de la 2e journée de la convention du Parti conservateur hier mardi 19 juillet. Le vote prévu mercredi a été avancé sans que l'on ne sache pourquoi. Le milliardaire a été officiellement désigné par les conservateurs pour tenter de battre Hillary Clinton et de succéder à Barack Obama. Les élus républicains opposés au milliardaire avaient pourtant tenté une dernière fois de lui faire barrage, mais cette tentative pour modifier les règles de la convention a échoué lundi. Athlétisme, l'Ivoirienne Marie-Josée Tralou, championne d'Afrique sur 200 mètres, a décroché la médaille d'argent sur 100 mètres à Budapest, en Hongrie, avec un chrono de 10 secondes 95 centièmes. Elle a terminé sa course en 2e position derrière la Nigériane Blessing Okagbare, qui a réalisé un score de 10 secondes et 92 centièmes. La Russie ne sait toujours pas si elle pourra participer aux Jeux Olympiques de Rio. Au lendemain du rapport McLaren sur le dopage russe, le CIO a décidé hier mardi d'étudier toutes les options légales entre une exclusion collective des Jeux de Rio et le droit à la justice individuelle des sportifs russes. L'AMA a appelé à l'exclusion de la Russie. Le rapport McLaren, commandité par l'Agence mondiale antidopage, a révélé un système de dopage d'État sécurisé avec l'aide des services secrets russes. Outre l'athlétisme, de nombreux sports comme l'haltérophilie ou la lutte sont concernés selon l'Agence mondiale antidopage. Dans la foulée de la publication de ce rapport accablant, l'AMA a appelé à l'exclusion de la Russie de tous les événements internationaux, y compris des Jeux olympiques 2016 de Rio qui débutent dans moins de 3 semaines, du 5 au 21 août prochain. Merci de suivre RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble.